Voilà. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette quatrième journée de ce cycle d'université d'été qu'on a organisé chez AgroSolutions pour vous permettre une rentrée en toute sérénité en abordant, décryptant toutes les thématiques un peu phares du monde agricole et de l'alimentation cette année. D'un point de vue, voilà, les diverses informations, le webinaire sera enregistré, les replays seront disponibles sur notre chaîne YouTube AgroSolutions. Pour tout ce qui est questions, n'hésitez pas pendant le fil, le déroulé de nos experts, c'est dans la partie conversation. Il sera un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Et puis, voilà, vous rappelez que toutes les thématiques de webinaire sont disponibles sur le site internet, je vais vous le remettre directement dans le chat. Aujourd'hui, on parle de méthanisation et puis demain plutôt du carbone avec deux webinaires. Un premier webinaire à midi sur la trajectoire de décarbonation pour l'agriculture française en 2030 et à 13 h sur l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, et puis ce sera notre dernier webinaire de cette université d'été. Je pense que de toute façon, nos experts vous le rappelleront en fin de webinaire. En tout cas, je suis ravie de les accueillir. Donc, on a autour de la visio donc Fabienne, qui est notre consultante agri-énergie, voilà, qui s'occupe aussi particulièrement de la méthanisation et qui travaille énormément avec Valentin sur les parties agri-énergie et puis transition bas carbone. Merci à vous. Je vous laisse la main sur la suite du webinaire. Merci Ludivine, merci pour l'introduction. Donc on va vous présenter aujourd'hui avec Valentin l'impact de la méthanisation sur les systèmes agricoles. On va commencer par une petite présentation d'AgroSolutions. Donc AgroSolutions, c'est un cabinet d'expertise et de conseil en agriculture et environnement. On regroupe 48 collaborateurs, majoritairement des ingénieurs agronomes sur tout le territoire français. Et AgroSolutions, c'est une filiale d'Invivo, une union de coopératives, de plus de 200 coopératives, qui représente en gros la moitié des agriculteurs en France. Donc à l'origine, AgroSolutions, ça existe depuis 1975. On était le centre technique agronomique du réseau des coopératives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les ans, les agriculteurs vont tester, utiliser de nouvelles variétés, de nouveaux intrants. Ils ont besoin de savoir finalement quels produits ils vont utiliser. Et donc, via les coopératives qui mettent en place les réseaux d'essais, donc historiquement, AgroSolutions anime, et il anime encore aujourd'hui ce réseau à travers 4 grands pôles, le pôle grande culture, le pôle arbo, le pôle vigne et le pôle légumes. Autre élément aussi qui nous caractérise, c'est que nos méthodologies se basent sur des références scientifiques. 4 grandes thématiques chez AgroSolutions, le carbone, la biodiversité, l'eau et les sols. Sur la partie carbone, qui est un sujet assez phare chez AgroSolutions, nous avons participé à différents projets tels que Carbon Sync, mais nous avons aussi participé à la rédaction des méthodes grande culture dans le cadre du label bas carbone, et plus récemment, nous travaillons dans le projet Marvic, qui est un projet européen mandaté par la Commission européenne, qui a donc avec un consortium d'une quinzaine de centres de recherche européens, qui a pour objectif de réécrire ou d'écrire plutôt les règles et les méthodes de monitoring du stockage carbone. Donc d'autres thématiques, comme je vous l'ai cité, la biodiversité dans le cadre du CASDAR apprivoise pour s'approprier les indicateurs de biodiversité, des thématiques plutôt eau pour pouvoir évaluer l'intérêt de certains systèmes vis-à-vis de la ressource en eau, et puis des thématiques assez vastes sur le sol. Enfin, AgroSolutions, ça va être 6 leviers déployés par rapport au monde agricole, que sont l'agronomie, la biodiversité, les bioénergies, le climat, les données agricoles, l'eau, l'économie de la transition agricole. Donc, ce sont des méthodes sur mesure pour 3 types d'acteurs. Pour l'amont agricole, avec des coopératives, pour les groupements d'agriculteurs, pour les fournisseurs d'intrants, pour les industriels agroalimentaires et enfin pour les acteurs du territoire, que ce soit des acteurs de type privé comme les énergéticiens, les acteurs de l'eau ou des acteurs publics type institutionnel ou collectivité. Donc voilà pour une présentation rapide d'AgroSolutions. Valentin va vous introduire plutôt le contexte et les grands enjeux de la filière méthanisation.
Merci Fabienne. Donc oui, bonjour à tous. On va présenter rapidement la filière méthanisation en France et en quoi ça consiste la méthanisation, quel procédé on parle. Donc globalement, pourquoi on parle de méthanisation et de biométhane? C'est parce que le gaz naturel qu'on utilise en tant que gaz d'énergie est un gaz à énergie fossile, enfin d'origine fossile, qui est composé globalement de CH4, donc de méthane. C'est la molécule qui la compose. Il est composé à 90% ou 95% de CH4, le gaz naturel. Et l'intérêt de la filière méthanisation, justement, ça va être de produire un gaz qui va pouvoir venir remplacer l'utilisation de ce gaz fossile en ayant les mêmes propriétés. Et comment on arrive à obtenir un gaz qui va justement être composé de CH4, donc de méthane? C'est en amenant de la matière organique dans des cuves, parce que vous voyez le petit icône à gauche de la slide. Ces cuves, elles sont remplies de matière organique avec un mélange avec de l'eau, et il y a des bactéries qui vivent dedans. Ces bactéries, elles ont un métabolisme en fait qui est dit anaérobie, c'est-à-dire qu'elles sont capables de respirer sans la présence d'oxygène. Et ces bactéries, elles sont aussi dites méthanogènes, c'est-à-dire que quand on leur amène de la matière organique, qu'on les nourrit, elles vont consommer cette matière organique et étant donné qu'elles sont méthanogènes, elles produisent du méthane avec leur respiration. Donc on va réussir à récupérer via la respiration des bactéries un gaz qui va être composé à 60-70% de méthane, le reste étant principalement du dioxyde de carbone, donc du CO2. Ce gaz-là qui est produit par les bactéries, on l'appelle le biogaz. Je précise biogaz parce qu'il y a une nuance derrière avec le biométhane et on le voit justement au niveau de l'utilisation de l'énergie qui est produite en méthanisation. On utilise l'énergie soit via la cogénération. La cogénération, ça va être le fait d'utiliser le biogaz, donc ce qui est produit directement par les bactéries au sein des unités de méthanisation. On l'injecte dans un moteur qui va produire de l'électricité et d'une part produire de la chaleur. Et il y a aussi l'utilisation de biométhane. Et là, le biométhane, c'est un peu différent du biogaz parce qu'il faut qu'il ait des propriétés qui soient beaucoup plus proches de celles du gaz naturel, en particulier du point de vue de la composition. Parce que le but de l'injection, c'est comme son nom l'indique, ça va être d'injecter du gaz d'origine renouvelable, notre biométhane, dans le réseau de gaz naturel. Pour réussir à l'injecter, du coup, la composition elle doit être similaire au gaz naturel. Et pour ça, il faut qu'on notre biogaz qui provient des bactéries, donc comme on l'a dit juste avant, qui est composé à 60-70% de CH4, il faut qu'on arrive à amener ce taux-là sur le même taux que celui du gaz naturel, on l'a dit au tout début, qui était aux alentours des 90%, enfin plus de 90%. Et donc pour réussir à concentrer tout ce méthane à partir d'un biogaz qui est à 60-70%, on utilise une étape d'épuration où justement, quand on épure, on va ramener une concentration beaucoup plus importante de CH4 dans notre gaz et on va justement parvenir à atteindre un taux de 95%, plus de 95%, qu'on va venir injecter dans le réseau de gaz naturel. Et du coup, on n'aura plus aucune différence entre le gaz naturel et le gaz d'origine renouvelable et on pourra avoir les mêmes usages de ce gaz. Globalement, en France, il y a plus de 1700 installations. La majeure partie des installations, elles sont représentées par la cogénération. C'est une filière qui est globalement actuellement en train de stagner. À l'inverse, la filière d'injection, elle est en train de pousser et elle a subi un gros boom au cours des dernières années. Il y a plusieurs filières et plusieurs unités de méthanisation qui nous permettent justement de produire du biométhane et du biogaz. Il va y avoir les filières qu'on appelle de méthanisation agricole autonome et agricole territoriale, celles qui vont le plus nous intéresser aujourd'hui. Et il y a d'autres filières qui sont industrielles territoriales, déchets ménagers, biodéchets, et aussi les STEP ISDND. ISDND, c'est les installations de déchets non dangereux. Elles ont un fonctionnement un peu plus particulier. En tout cas, aujourd'hui, on va s'attarder plus spécifiquement sur les deux agricoles, donc agricole autonome et agricole territoriale. La nuance entre les deux, ça va être par rapport à la quantité d'intrants d'origine agricole qui rentrent dans chacune des filières. Chez les agricoles autonomes, il faut qu'il y ait plus de 90% des intrants qui proviennent du milieu agricole. Chez les agricoles territoriales, il faut que ça soit 50% à minimum d'intrants agricoles. C'est là qu'on arrive à faire la distinction entre les deux appellations. Si on regarde plus globalement maintenant le poids du domaine agricole dans la filière du biométhane, on regarde au niveau, en bas à droite de la slide, vous avez la filière injection. Elle représente à la fin 2022 9034 gigawattheures par an. Ça, c'est un débit annuel prévisionnel. Et tout du moins, même avec ce débit annuel prévisionnel, on remarque que le domaine agricole a un poids majeur et un enjeu très très du coup important vis-à-vis de cette filière, car il représente 83% de l'énergie produite pour 86% des sites. D'où l'intérêt aujourd'hui de ce webinaire et de regarder les externalités positives qui peuvent être produites au sein des exploitations agricoles grâce à la méthanisation. Il y a plusieurs intrants du coup qui sont utilisés pour nourrir les bactéries dont on vient de parler juste avant et produire du gaz. Il y a des intrants qui vont être d'origine
agricoles, et on va parler soit de déchets, soit de cultures. Les déchets, globalement, ça va être les effluents d'élevage. Les cultures, on va parler de cultures dédiées ou de cives. Fabienne vous parlera plus en détail des cives par la suite, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et on va aussi parler d'autres intrants qui viennent d'autres domaines, dont les industries agroalimentaires, qui vont produire des déchets au sein de leur process industriel et également des coproduits. Et il va aussi y avoir des déchets urbains et industriels. Alors, il faut maintenant regarder le poids de chaque gisement. Quand on parle souvent de biomasse, on parle des gisements de biomasse. Les gisements de la biomasse agricole, ils sont importants, parce que évidemment, la production agricole repose sur le fait tout simplement de produire de la biomasse. Et il y a aussi également beaucoup de déchets. Donc il y a beaucoup de déchets qui proviennent des effluents d'élevage. Ça va représenter, on va le voir plus tard, plus de la moitié des intrants qui rentrent dans les unités de méthanisation agricole. Et en tout cas, à l'heure actuelle, si on mélange les déchets et les cultures, le domaine agricole représente plus des 3/4 des intrants qui sont utilisés en méthanisation. Vient ensuite l'industrie agroalimentaire, qui représente à l'heure actuelle 16%, et enfin les déchets urbains, qui représentent 8% du total. À l'avenir, il va y avoir beaucoup d'évolutions sur justement la mobilisation de ces gisements qui va évoluer avec le temps, parce qu'il y a une compétition d'usage qui a déjà lieu et qui est en train aussi d'être de plus en plus prépondérante, parce que on se rend compte de tous les usages de la biomasse qui peuvent avoir lieu. On peut avoir un usage sur la fertilisation en utilisant la biomasse, un usage énergétique, comme on vient d'en parler, et également principalement et évidemment l'usage alimentaire. Donc il y a toute une compétition à savoir comment on répartit justement les usages de la biomasse. Et l'ADEME a fait une étude qui s'appelle le mix de gaz renouvelable 100%, un mix en 2050 100% gaz renouvelable. Donc c'est une prospective. Les données que vous voyez là en gris sur les histogrammes, ce sont des données futures. On ne sait pas exactement si ça va se passer comme ça, mais c'est une grande tendance. Et on voit que les déchets agricoles, et en tout cas tout ce qui provient de l'agriculture, aura tendance à augmenter d'une manière très importante, parce que ça va considérer 90% des intrants, et qu'à l'inverse, les déchets de l'industrie agroalimentaire, eux, vont diminuer, et vont être divisés quasiment par 8 par rapport à l'usage qu'on en a aujourd'hui. Ça peut s'expliquer aussi par rapport à la compétition dont on vient de parler. Les déchets de l'industrie agroalimentaire, à l'avenir, pourront être utilisés principalement vers aussi de l'alimentation animale. Il y a les déchets urbains et les déchets industriels, mais eux, il y a une évolution qui est plutôt minime et ça va stagner dans le temps. Donc tout l'intérêt, ça va être aujourd'hui de se concentrer sur comment on va mobiliser d'autant plus de gisements agricoles qu'on en mobilise déjà maintenant. Donc au sein d'une unité de méthanisation, dans le domaine agricole, il y a des flux qui ont lieu. Il y a des flux qui ont lieu entre l'exploitation agricole en elle-même, avec son système de culture, et l'objectif de produire de l'alimentation, et l'unité de méthanisation qui a là pour objectif l'énergie. Les flux qui ont lieu, c'est d'abord de l'unité de méthanisation, enfin de l'exploitation agricole vers l'unité de méthanisation, où on va avoir des intrants, donc les intrants agricoles dont on vient de parler juste avant, qui représentaient 75%. On en a 4 types d'intrants agricoles différents. On a les effluents d'élevage dont on vient de parler, où on l'a dit juste avant, ça représentait plus de la moitié, et là c'est le cas, 55% des intrants sont des effluents d'élevage. Le reste, ça va être des cultures intermédiaires à vocation énergétique, les cives, qui représentent à l'heure actuelle 13% des intrants. Cultures intermédiaires, parce que ça se place entre deux cultures principales, mais je ne vais pas m'attarder dessus, parce que Fabienne vous en parlera. Et les résidus de culture également, qui représentent actuellement 2%. Quand on parle de résidus de culture, on parle souvent de paille, et c'est généralement du coup des résidus de culture qui proviennent des cultures céréalières. Il va y avoir un enjeu majeur également autour des cultures dédiées. Les cultures dédiées, ce sont des cultures qui sont principales. Donc, elles peuvent venir en remplacement d'une culture à vocation alimentaire au départ. Et par conséquent, ce qu'on va voir à l'avenir, je reviendrai dessus, mais l'objectif, et c'est ce qu'on voit dans la prospective, c'est pas de développer ce type de culture-là. Donc, bref, je vais pas m'y attarder pour le moment. En tout cas, les effluents d'élevage, ce qu'on va voir à l'avenir, c'est que ça va diminuer leur mobilisation. Ça peut s'expliquer aussi par les phénomènes de compétition, et il va aussi y avoir un intérêt majeur à étudier, ça va être comment l'évolution du cheptel français va évoluer. On a beaucoup de débats sociétaux autour, par exemple, de la consommation de viande. Ça peut aussi induire une diminution du cheptel bovin. Qui dit diminution du cheptel bovin ou porcin, ou même du cheptel animal français, dit diminution des effluents. Et donc, diminution des effluents, ça veut dire qu'on en a moins mobilisé. L'intérêt justement derrière, ça va être de regarder les cultures intermédiaires à vocation énergétique. On va pouvoir produire de la biomasse spécifiquement pour aller vers les méthaniseurs, tout en ne rentrant pas en compétition avec l'alimentation, ou le moins possible. Donc on voit que les cives vont avoir un poids d'autant plus important, elles vont augmenter de 29% par rapport à la mobilisation actuelle.
Sur les résidus de culture, il y a aussi un enjeu majeur, parce qu'actuellement, on les mobilise à hauteur de 2%, et à l'avenir, on veut multiplier par 5, on veut atteindre les 10%. Il y a aussi un enjeu en termes de compétition, que ce soit du point de vue du carbone, comme de l'énergie qu'on va produire. Effectivement, la France, elle a des enjeux à respecter du point de vue carbone, en particulier les enjeux de décarbonation. Et pour réussir à décarboner, il y a des leviers qui sont mis en place, dont le levier qui s'appelle restitution des résidus, où en fait, globalement, quand vous allez faire une moisson, plutôt que d'exporter vos pailles à l'extérieur, vous allez les laisser au champ, et cette matière organique-là des résidus va être restituée au sol et va permettre de favoriser le stockage de carbone. Et il y a enfin les cultures dédiées dont on vient de parler, et comme on l'a dit, il y a une évolution qui va être très minime, parce que l'objectif n'est pas de rentrer en compétition avec l'alimentation. En France, il y a une réglementation qui est mise en place justement pour limiter des effets de dérive vis-à-vis de ces compétitions-là. La réglementation dit qu'il ne peut pas y avoir plus de 15% du tonnage, que 15% du tonnage ne doit pas venir des cultures dédiées. Donc, sur l'unité de méthanisation totale, le tonnage total ne doit pas provenir à plus de 15% de cultures dédiées, pour éviter justement des phénomènes de dérive. Donc globalement, voilà, on a vu les 4 usages principaux des intrants agricoles et leur origine, avec un enjeu particulier autour des effluents d'élevage qui vont diminuer et également des cives qui vont augmenter. Et justement, en parlant des effluents d'élevage, actuellement, les effluents d'élevage, quand on les utilise sur des unités de méthanisation, on les utilise pour, quand on les utilise sur des exploitations agricoles, on les utilise pour les épandre sur le sol et fertiliser les cultures et le sol. Actuellement, la mobilisation qu'on fait de cette ressource, c'est 1/5 de la ressource totale. Mais même si on n'a que 1/5, on l'a vu, ça n'a pas une tendance à l'augmentation, et il va falloir justement expliquer pourquoi. C'est parce que le potentiel méthanogène des effluents d'élevage n'est pas le plus élevé. Donc si on veut qu'une unité de méthanisation produise de l'énergie, il faut qu'elle ait un mix d'intrants, donc ce qui va rentrer dans son digesteur, qui soit diversifié avec justement des intrants qui vont avoir une capacité à produire plus d'énergie que les effluents d'élevage en eux-mêmes. Là où je veux en venir derrière, c'est qu'en général, le débat qu'il peut y avoir autour de la méthanisation et justement des effluents d'élevage, c'est que dans des conditions normales, ils sont épandus. Avec une unité de méthanisation, ils sont envoyés vers un méthaniseur. Si on les envoie vers un méthaniseur, du coup, on ne fertilise plus nos sols. C'est ce qu'on peut imaginer d'un point de vue très, très abstrait. Et finalement, non, parce que la méthanisation, quand on injecte de la matière organique dans un méthaniseur, en injectant, imaginons, 1 tonne de matière entrante, on va par exemple ressortir avec 900 kg d'une autre matière qu'on appelle le digestat, et cette matière-là, c'est de la matière organique. Et il va lui rester des propriétés des intrants qui sont rentrés en amont du méthaniseur. Donc on va parler de l'azote, on va parler de la potasse, on va parler du phosphore. Et ces éléments-là se retrouvent justement dans le digestat, et ça a du coup un intérêt fertilisant. D'où, quand on parle souvent de méthanisation, on parle beaucoup du fait que ça peut permettre aux exploitations agricoles d'avoir une autonomie sur la fertilisation plus importante. L'intérêt aussi également de produire du digestat, enfin du moins d'avoir une unité de méthanisation sur l'exploitation, c'est qu'on va limiter les émissions de carbone au stockage des effluents. Dans des conditions normales, les effluents vont être stockés pendant un certain temps, et un temps qui peut aller jusqu'à 180 jours, 6 mois donc, pour certains fumiers et liés. Et à l'inverse, quand une unité de méthanisation est présente, le temps de stockage de ces effluents il est beaucoup plus court. C'est-à-dire que les émissions qui vont avoir lieu au stockage, du coup, seront beaucoup moins importantes, parce qu'il y aura beaucoup moins de contact avec l'atmosphère, avec l'air, et du coup, on va limiter ces émissions au niveau du stockage en intégrant plus rapidement ces matières dans un méthaniseur qui vont être consommées. Il y a aussi des points de vigilance à avoir sur l'utilisation du digestat, parce que le digestat a des propriétés fertilisantes, mais comme tout fertilisant, en amenant de l'azote par exemple sur un sol ou sur des plantes, on va favoriser, en tout cas pas favoriser, mais il va y avoir des effets naturels de volatilisation qui ont lieu de base aussi avec les effluents d'élevage. Mais pour justement limiter l'impact de la méthanisation, il y a des bonnes pratiques à mettre en place justement de fertilisation. On va essayer d'injecter le digestat directement dans le sol pour éviter qu'il y ait un contact direct entre le digestat et l'air, et du coup limiter les effets de volatilisation. Donc ça, c'est un point clé et aussi important à avoir en tête, c'est les pratiques de fertilisation qui vont être mises en place avec le digestat. Il y a aussi des externalités pour le moment, sur lesquelles pour le moment on n'a pas beaucoup de recul, ou en tout cas il faut qu'il y ait davantage de recherche scientifique dessus. C'est les effets du digestat sur la vie du sol, et en particulier l'activité microbiologique au niveau du sol, et les effets sur la biodiversité et la qualité de l'eau. Donc globalement, le digestat, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet quand même d'avoir une autonomie sur la fertilisation. Le digestat liquide, lui, permet d'avoir une autonomie sur la fertilisation azotée.
et en particulier le potassium, tandis que le digestat solide, lui, donc un digestat qui va être avec beaucoup moins d'eau, va avoir une particularité intéressante par rapport au potassium. Voilà. Merci Valentin pour cette présentation du contexte, et notamment sur la partie des effluents d'élevage qui sont à l'heure actuelle un des intrants majoritaires dans les unités de méthanisation. Comme tu nous l'as présenté en introduction, les cives vont être une des futures ressources à mobiliser pour pouvoir développer la filière méthanisation et atteindre les ambitions nationales. Donc les cives, qu'est-ce que c'est? Une définition assez rapide. Donc ce sont des cultures intermédiaires à vocation ou à valorisation énergétique. Donc comme ce sont des cultures intermédiaires, elles vont être cultivées entre deux cultures principales. Il en existe deux types, des cives d'hiver à cycle long. Elles vont être cultivées après une culture principale d'hiver et récoltées avant une culture principale de printemps. Et les cycles d'été, qui elles sont des cycles courts, qui vont être semés pendant les périodes estivales, qui vont être cultivés entre deux cultures principales d'hiver. Donc l'objectif premier des cives va être de produire de l'énergie, mais comme toute culture intermédiaire, on le verra par la suite, elles vont avoir des intérêts agronomiques et environnementaux, comme les cipans peuvent l'avoir déjà. Si on regarde au niveau des statistiques, si on regarde la dernière enquête réalisée par les agriculteurs méthaniseurs de France en 2021, on observe que 90% des agriculteurs méthaniseurs produisent des cives d'hiver et 67% produisent des cives d'été afin d'alimenter leurs méthaniseurs. Ce qui représente, d'après les dernières estimations de France Agrimer, à peu près 3% des surfaces de grandes cultures occupées. Donc, ce qui nous laisse imaginer cette possible voie de développement du fait que l'ensemble des surfaces ne sont pas encore totalement utilisées. Si on regarde par contre les freins, dans les études qu'on a pu réaliser, on voit des freins qui ressortent de manière assez récurrente sur la mise en place des cives. Un des principaux freins va être la rotation, et notamment à l'échelle d'un bassin de collecte, d'un territoire. Toutes les rotations qui sont en place ne permettent pas toujours l'introduction de cives, donc pouvoir s'intercaler finalement entre ces deux périodes, soit de culture d'hiver et de culture de printemps pour les cives d'hiver, ou entre deux cultures d'hiver pour les cives d'été. Et lorsque on arrive à introduire ou qu'on change la rotation, on peut avoir des impacts, c'est-à-dire qu'on va changer les cultures principales et donc avoir des impacts potentiels sur les filières en place. Dans les autres freins qui ont pu être identifiés, ce sont les pertes potentielles de productivité sur les cultures principales, et notamment lorsqu'on met en place des cives d'hiver, on peut voir parfois, pas à chaque fois, mais parfois, des pertes de productivité sur la culture suivante, la culture principale. Par exemple, pour que la cive d'hiver produise un maximum de biomasse, ça se fait souvent sur le dernier mois du cycle de cette culture, donc souvent sur la période de mars, voire début avril. Donc on récolte ces cives plutôt fin mars, début avril, donc ça peut impacter la culture suivante sur la préparation du sol, sur la date de semis, et parfois même sur les cultures comme le maïs, ça impacte entre guillemets la variété, et on change de gamme, et donc on peut voir parfois des pertes de productivité. D'autres freins qui sont les concurrences d'usage, on le voit surtout sur les créneaux des cives d'été par rapport aux besoins en fourrage, notamment dans les régions, dans les départements d'élevage bovin surtout, où là il y a une production plutôt de cultures dérobées pour pouvoir nourrir les élevages. Donc là on peut voir des concurrences d'usage si on essaye de mettre en place des cives d'été sur ces territoires. Et dernier frein, toujours plutôt sur les cives d'été, c'est le seuil de rentabilité de la récolte. Globalement, on s'en sort bien sur les cives d'hiver, mais sur les cives d'été, comme c'est semé en période estivale, on observe là aussi dans les enquêtes de l'AMF que parfois une année sur deux, on est en échec et on n'atteint pas le seuil de rentabilité. Malgré tous ces freins qui peuvent parfois être identifiés par les agriculteurs, on sait que les cives ont des externalités intéressantes, 3 types, sur la partie agronomique, la partie environnementale et la partie économique. Si on regarde sur la partie agronomique, les cives comme un cipan vont améliorer la fertilité des sols, vont permettre un stockage de carbone et vont avoir une compétitivité par rapport aux mauvaises herbes. Si on regarde sur la partie stockage de carbone, qui est souvent une question, quel impact des cives, vu qu'on va exporter la biomasse pour l'usage de l'énergie, alors qu'un cipan, qui sont des cultures intermédiaires pièges à nitrate, la biomasse va être réenfouie au sol. Vous avez ici un graphique qui est issu d'une étude Opticive. Vous avez différentes courbes. On va s'attarder sur 2-3 courbes. Sur la courbe orange, qui correspond aux cipans moyens qu'on peut produire en France, donc des cipans de 2 tonnes de matière sèche par hectare. Il faut savoir que des cipans, la courbe jaune, à 4 tonnes ne sont pas réalisés tous les ans. On va plutôt se concentrer sur cette courbe orange.
Et on va la comparer à la courbe bleue, qui correspond à la cible exportée, incluant une perte sur le rendement de la culture suivante, qui a été le maïs. Et sur la courbe violette, qui sont les cibles exportées, et on a un apport de digestat. Ce qu'on va observer déjà de manière générale en tendance, c'est qu'on voit un stockage de carbone dans les sols. Et si on compare donc notre courbe orange à notre courbe bleue et violette, on va voir qu'une cible exportée, alors je ne sais pas si on voit ma flèche, voilà, une cible exportée par rapport à un cipant, globalement, on va avoir à peu près les mêmes stockages de carbone, un peu plus faible pour la cible exportée. Par contre, si on rapporte du digestat, on voit que par rapport à notre courbe orange, on va avoir une augmentation du stock de carbone. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Même si on en fait un usage différent de notre culture intermédiaire, on a quand même des bénéfices qui restent présents. Deuxième point, les cibles vont jouer comme les cipants leur rôle de piège à nitrate, vont permettre de réduire la pollution des eaux, vont avoir aussi le fait, par rapport surtout à un sol nu, avoir un effet anti-érosion. Leur présence durant l'été ou durant la période automnale va permettre d'éviter des érosions, notamment qui peuvent être observées surtout l'été, sur des gros orages, sur des parcelles en pente. Donc la présence de culture va limiter les phénomènes d'érosion. Ça va avoir aussi un intérêt, notamment sur les cibles d'hiver, on l'observe assez régulièrement, un refuge de biodiversité de plusieurs types, de la biodiversité liée à des insectes, mais aussi à de la macrofaune. Et enfin, dernière externalité des cibles sur les systèmes agricoles, c'est une externalité économique. On observe un complément de revenus et une meilleure résilience économique des exploitations agricoles. Petit point de vigilance, on est sur l'introduction, entre guillemets, d'une nouvelle culture dans une rotation, donc elles vont entraîner des émissions supplémentaires, de gaz à effet de serre liées finalement au semis à la récolte, donc l'utilisation de carburant, mais aussi de fertilisation pour que celle-ci puisse produire de la biomasse en conséquence. Donc il faut minimiser les interventions, éviter des interventions type produits phytosanitaires sur des cultures qui n'ont qu'un usage énergétique et privilégier au maximum le retour au sol du digestat. Alors quand on a déjà mis un petit peu le contexte de l'intérêt des cibles, des freins, un autre point à avoir en tête qui est hyper important par rapport à l'évolution de la filière méthanisation, mais aussi par rapport à la durabilité des systèmes agricoles, c'est d'avoir une évaluation territoriale de cette ressource. On voit que là, potentiellement, seulement 3% des surfaces sont occupées, mais il faut vraiment regarder à l'échelle de chaque territoire, quelle est la capacité de chaque territoire à produire des cibles. Est-ce que ce seront des cibles d'hiver? Est-ce que ce seront des cibles d'été? De le regarder de manière là actuelle, à l'instant T, s'assurer des besoins par rapport aux disponibilités, s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrence d'usage avec d'autres filières, notamment par exemple avec l'alimentation animale, mais aussi s'assurer de manière prospective que ces gisements seront toujours suffisants et toujours là pour approvisionner les futures unités de méthanisation. Pourquoi le regarder de manière prospective? Les cibles, comme toute biomasse agricole, sont soumises au changement climatique. Donc il faut vraiment s'assurer que les choix qui vont être faits aujourd'hui pour pouvoir approvisionner les unités de méthanisation seront toujours en place demain. Et enfin, dans le même type, dans l'accompagnement de la mise en place de ces cibles et de la durabilité de la filière méthanisation, c'est de s'assurer que ces cultures intermédiaires à vocation énergétique soient produites de manière durable. Alors, il en existe 4 types de critères, de grands critères de durabilité. Un qui va reposer plutôt sur la conduite de la culture, donc des critères de durabilité technique. S'assurer qu'on mette des cives d'hiver ou des cives d'été qui sont en capacité d'être produits dans ce contexte pédoclimatique. Comme on l'a vu dans les enquêtes de l'AMF, on voit que sur les cives d'été, c'est assez compliqué. Une année sur deux, c'est un échec. Donc, dans certains contextes pédoclimatiques, il vaut mieux ne pas produire de cives d'été et partir sur des cives d'hiver pour avoir vraiment une durabilité de ces productions. Une durabilité économique, éviter les concurrences d'usage sur les territoires d'élevage bovin, par exemple, s'assurer de la productivité de la biomasse qu'on va mettre en place, des critères environnementaux, faire attention aux usages eau, aux émissions de gaz à effet de serre, comme je disais tout à l'heure, éviter, en tout cas favoriser le retour au sol du digestat, ou en tout cas utiliser des engrais azotés avec une faible volatilisation. Et aussi un point important qu'on oublie parfois, qui est la partie sociale, s'assurer que la charge de travail au sein des exploitations agricoles ne soit pas trop impactante, qu'ils soient en capacité de produire ces nouvelles cultures. Donc voilà pour
Pour résumer globalement, donc les cibles, on va être une nouvelle voie. Il y a un vrai potentiel de développement de ces cultures, mais il faut vraiment l'évaluer à l'échelle territoriale. Comme l'a présenté Valentin en introduction, on voit que la filière méthanisation, pour l'instant, est vraiment basée sur les ressources agricoles et notamment avec les effluents d'élevage. La vraie voie de développement vont être les cibles, qui vont être produits par les agriculteurs. Les exports de différentes ressources agricoles, on le voit, peuvent impacter les systèmes à plusieurs niveaux. Si on regarde les effluents d'élevage, ils ne vont plus être utilisés de manière directe, mais on va réutiliser le digestat. Donc il faut s'approprier cette nouvelle matière organique à épandre, c'est-à-dire revoir ses plans de fumure. Pour certains, notamment les exploitations céréalières, c'est s'approprier de nouvelles techniques de fertilisation et partir sur de l'épandage de digestat, qui n'est pas forcément quelque chose toujours de connu. Donc il faut s'approprier ces nouvelles pratiques. Pour s'assurer qu'à la fois on ait une productivité intéressante et qu'on n'ait pas d'impact environnementaux. Sur la partie des cives, c'est la production d'une nouvelle culture qui a différents enjeux, des enjeux de transition agroécologique, des enjeux économiques et des enjeux de concurrence d'usage. Et sur la partie résidus de culture, il faut faire attention, comme le disait en introduction Valentin, c'est l'export de cet intrant en grande quantité, si on le regarde à l'échelle d'une seule exploitation, peut vraiment avoir un impact sur le stockage de carbone. Donc il va falloir faire attention à l'usage de toutes ces biomasses et de s'assurer qu'il n'y ait pas de dérèglement, si on peut le dire comme ça, au sein des systèmes. On voit, et on l'a vu notamment dans un des rapports qui a été réalisé dans le cadre du comité stratégique filière, qui est le rapport sur l'impact de la méthanisation sur la résilience des exploitations agricoles, que vous pouvez télécharger sur le site de France Gaz Renouvelable, c'est que l'intégration de la méthanisation au sein des systèmes agricoles permet une meilleure résilience. Donc déjà une meilleure résilience économique, il y a une moindre dépendance aux engrais d'origine fossile, une meilleure autonomie énergétique, notamment pour les exploitations qui sont en cogénération, et une diversification des revenus de l'exploitation. On voit aussi une meilleure résilience, si on peut le dire comme ça, environnementale, avec une meilleure gestion des effluents d'élevage, une amélioration de la balance globale azotée et une augmentation du stockage de carbone dans les sols. Et un autre point aussi qui est important, c'est aussi, on le voit de plus en plus, la méthanisation au sein des systèmes agricoles et des fermes, c'est une meilleure intégration territoriale de celle-ci. Donc vraiment, cela fait quelques années qu'on le voit, mais on oublie que nos agriculteurs produisent pour nous nourrir. Et là, le fait qu'ils produisent maintenant aussi pour notre énergie, ça permet de les réintégrer, de les remettre au centre de nos territoires. Enfin, sur la biomasse, qui est vraiment un élément important sur la disponibilité de la biomasse, c'est de s'assurer, à l'heure actuelle, elle est suffisante, mais c'est de s'assurer qu'elle sera suffisante demain pour répondre aux objectifs et aux ambitions nationales. Donc, il est vraiment indispensable de s'assurer à l'échelle territoriale des potentiels déséquilibres entre besoins et disponibilité et éviter toutes les concurrences d'usage entre les filières, et notamment par exemple avec la filière animale. Et enfin, tous ces changements au sein des systèmes agricoles vont générer d'autres externalités qui sont encore à expertiser. Quel impact sur la biodiversité, quel impact sur la vie du sol, ou quel impact sur la ressource en eau. Donc de manière plus générale, si on va même un peu plus loin que la filière méthanisation, la biomasse agricole est attendue sur différents enjeux. Des enjeux de stockage de carbone pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, des enjeux de production alimentaire et des enjeux de production d'énergie, à la fois de biogaz, de chaleur, de biocarburants. Donc il faut vraiment s'assurer que ces ressources vont trouver un équilibre entre ces différents objectifs de substitution d'énergie fossile, de stockage de carbone, de préservation de la biodiversité et de la gestion de l'eau. Donc voilà pour cette sensibilisation sur la méthanisation et quels impacts sur nos exploitations agricoles. Donc AgroSolutions accompagne l'ensemble des acteurs et notamment des acteurs du territoire, énergéticiens, collectivités ou diagnostic territorial, justement s'assurer que les gisements qu'on a à différentes échelles soient suffisants aujourd'hui mais aussi demain. Donc accompagner vraiment la stratégie de l'entreprise ou du territoire pour développer les bioénergies. Vraiment s'assurer en termes de prospective que les biomasses seront disponibles à l'horizon par exemple 2050 et évaluer les externalités environnementales. Nous travaillons sur différentes externalités qui va être la durabilité d'une biomasse, le stockage de carbone, la vie du sol, la biodiversité ou encore la ressource en eau, à la fois autant sur la qualité que sur la quantité.
Donc voilà pour ce webinaire. On vous rappelle que demain, il y a un autre webinaire, comme vous l'avez dit en introduction, Ludivine. Le prochain, c'est demain à midi sur la stratégie nationale bas carbone. Quelle trajectoire de décarbonation pour l'agriculture française en 2030? Merci à tous les deux. Merci d'avoir respecté également le timing qui nous permet d'avoir la place pour les questions parce qu'il y en a pas mal. Allons-y. Alors, n'hésitez pas à les reprendre avec moi. Donc, il y avait déjà Est-ce que le support de présentation vous sera envoyé? Oui, bien sûr, il sera envoyé à toutes les personnes inscrites à ce webinaire. Ensuite, il y avait une question, slide 10 et 11. Vous parlez de l'évolution de la répartition du tonnage, mais quid du tonnage en lui-même? Oui, effectivement, c'est vrai que dans l'introduction, on parlait des grandes tendances, comment vont évoluer les tonnages. Et ce qu'on met dans la suite, c'est qu'il est vraiment important de faire un diagnostic à l'échelle de chaque territoire, voire même de bassin de collecte, et s'assurer qu'effectivement, on ait la ressource disponible. Tous les départements, tous les territoires français n'auront pas la même disponibilité en fonction de leur contexte pédoclimatique, en fonction des contextes de filière. Donc, il faut vraiment s'assurer, il faut vraiment faire un diagnostic territorial pour s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrence d'usage et qu'on ait de la disponibilité à pouvoir alimenter les méthaniseurs en place. Merci Fabienne. Autre question, quel serait l'impact d'une baisse des cheptels sur le potentiel de méthanisation? Moins d'effluents, mais davantage de cives, de paille, de pulpe de betterave? Point d'interrogation. Ouais, c'est un élément qu'on a vu au début de la présentation où justement les effluents d'élevage sont bien implantés actuellement dans les mix qu'on utilise sur les unités de méthanisation. La tendance à l'évolution, elle est effectivement à la baisse et elle est effectivement à la baisse vers une tendance justement vers des cultures intermédiaires à vocation énergétique principalement. Les résidus de culture qui seront plus présents. Les coproduits des IA, cependant, eux auront aussi une tendance à la baisse d'après la prospective de l'ADEME, et ce aussi par rapport justement aux compétitions d'usage, l'alimentation animale étant peut-être une priorité sur laquelle sera axée cette utilisation du gisement des agro-industries. Et pour préciser juste sur le point d'avant sur les tonnages, si vraiment les personnes souhaitent avoir des informations de tonnage, actuellement par rapport à ce qui était présenté, nous, des données de France Agrimaire, on a 33 millions de tonnes de matière brute qui étaient représentées par les effluents d'élevage, les résidus de culture et les déchets d'industrie agroalimentaire, et 8 millions qui étaient représentés par les cives et les cultures dédiées. Voilà. Merci pour la précision. Ouais. Ensuite, autre question pour les cives, peut-on résumer leur performance uniquement à la biomasse produite? Quels impacts du choix des espèces? Est-ce que ça a un impact sur le méthaniseur, sur le digestat? Alors sur les cives, et tu pourras me compléter Valentin, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évaluations sur les différentes espèces, à la fois au sein des cives d'hiver et des cives d'été. On a regardé à l'échelle variétale, voir s'il y avait des différences sur leur potentiel méthanogène. De manière générale, il y a un petit écart type, mais qui reste sur la même tendance. Donc effectivement, il faut vraiment aller sur la biomasse et choisir la variété, l'espèce la plus adaptée à son contexte et adapter sa fertilisation également par rapport à son contexte et à la biomasse qui est mise en place. On va vraiment regarder le tonnage qu'on va sortir à l'hectare plus que le potentiel méthanogène parce que globalement, on a vu peu de différence dans les études. Oui, tout à fait. Rien de plus à ajouter, mis à part peut-être le détail du... Enfin, je vais rien inventer de nouveau de ce que tu as dit, hein, mais c'est juste... si on se concentre effectivement juste sur des valeurs du potentiel méthanogène des cultures, on va avoir quelques cultures qui vont peut-être sortir du lot, mis à part le maïs en silage, mais globalement, comme le disait Fabienne, on tourne autour des 250 à 300 normomètres cubes par tonne de matière brute produit pour les cultures. Seulement, si on s'intéresse seulement à la variété, comme le disait Fabienne, si on s'intéresse à une variété qui a beaucoup de potentiel méthanogène mais qui a un très faible rendement, finalement vous allez avoir beaucoup moins de capacité énergétique qu'une culture avec un potentiel méthanogène moyen, mais avec à l'inverse un tonnage bien plus important. Ok. Camille Chancio qui faisait le constat qu'en effet à l'échelle européenne la consommation de viande ne diminue pas, elle augmente d'année en année avec des disparités en effet entre bovins, porcins, volailles. Les effluents d'élevage en dehors des bovins peuvent-ils alors être utilisés en méthanisation? Oui, tous les effluents d'élevage sont utilisés effectivement en méthanisation, que ce soit du lisier de porc et on peut voir aussi un petit peu de tout ce qui peut être issu des volailles. C'est vrai que de manière générale, en termes de volume, souvent c'est les bovins qui sont utilisés parce qu'on a des plus gros volumes, donc c'est ce qui est souvent majoritairement utilisé, et puis aussi les lisiers porcins.
Mais comme l'a dit Valentin en introduction, ça reste quand même des matières brutes avec un potentiel méthanogène moyen. Donc même si on va sur d'autres effluents d'élevage, il est vrai que la voie de développement reste des cultures et notamment des cives. Et justement, pour une culture de cives, quel est le niveau de fertilisation nécessaire pour une culture de cives, par exemple seigle, par rapport à la fertilisation d'une culture principale? Alors, pour par exemple une cive d'hiver avec un seigle, donc selon le contexte pédoclimatique, mais ce qu'on peut observer dans les résultats d'essais de manière générale, on va entre 60 et 90 unités par hectare. Donc ça reste des fertilisations assez faibles comparées à des cultures principales. Si je prends 2-3 exemples, le blé, alors ça va dépendre toujours des contextes pédoclimatiques, du potentiel de rendement. Tout ce qui est fertilisation est toujours lié à un potentiel de rendement, donc c'est assez disparate à l'échelle territoriale. Mais si un blé, on peut aller entre 150 à 180 unités d'azote. Pour un colza, par exemple, on peut aller de 140 à 200 unités d'azote. Ça vous donne bien le différentiel par rapport aux 60-90 sur une cible. On reste vraiment sur des cultures qu'on va fertiliser, certes, mais à des quantités qui restent plutôt inférieures à ce qu'on peut connaître sur des cultures principales. Il y avait un commentaire justement d'un des participants qui répondait à la question et qui indiquait un 110 unités d'azote à l'hectare. Effectivement, là, comparé à ce que nous, on a l'habitude de prescrire, entre guillemets, en tant que bonne pratique, parce qu'effectivement, tout l'intérêt aussi de la méthanisation, c'est que ça reste dans un cercle vertueux. Produire des cives, il faut faire, comme le disait Fabienne pendant toute la présentation, très attention aux techniques et justement aux pratiques culturelles mises en place pour éviter que on arrive à un effet de déclin, entre guillemets, du côté bénéfique de la production de biométhane, parce que à l'inverse, on aura produit énormément de gaz à effet de serre en amont. Donc tout l'intérêt, c'est de réussir à mettre une unité de fertilisation adéquate pour des rendements qui sont suffisants par rapport à la capacité d'injection de l'unité de méthanisation ou de production. Ok, très clair. Ensuite, il y a pas mal de remarques, questions sur les freins actuels en fait au développement de la méthanisation. Donc voilà, est-il facile pour un agriculteur de monter un méthaniseur? Quels sont les freins, les supports de l'administration? L'image du méthaniseur est-elle si positive que ça? Est-ce que, et dernière remarque, je rassemble tout en même temps, est-ce que l'intérêt économique ne dépend pas aussi du prix du rachat du méthane qui fixe le prix? Voilà, ça fait aussi référence, je pense, à une étude qu'on a faite, Fabienne, en région Grand Est sur justement les freins et leviers à la méthanisation. Alors, il y a différents freins, des freins techniques qui sont liés tout simplement à la région parce que la rotation ne permet pas l'introduction de cives, donc il est difficile, par exemple, de développer la filière. Mais il va y avoir des freins tout à fait économiques et techniques. Il faut avoir les capacités d'investissement. Ça reste des gros capacités d'investissement pour des agriculteurs. Donc souvent, ce sont des collectifs d'agriculteurs. À l'heure actuelle aussi en France, on a des démarches administratives assez longues pour mettre en place une unité de méthanisation. Donc il faut être bien équipé par rapport à ça. Le tarif de rachat n'est pas toujours... le tarif de rachat jusqu'alors, il y a eu des évolutions depuis juin, mais n'était peut-être pas forcément dans la mouvance pour développer en tout cas la filière méthanisation. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de freins à la fois d'ordre technique, réglementaire et économique qui fait que ça se développe pas de manière aussi rapide que dans d'autres pays européens. Et puis il y a quand même un frein social, on le voit, alors pas partout, mais parfois effectivement au niveau du voisinage des villes, on peut avoir effectivement une image de la méthanisation qu'on ne connaît pas en fait tout simplement. Donc on se demande si ça va avoir un impact d'odeur, est-ce que ça risque d'exploser. Il y a tout un tas d'idées, d'imaginaires autour de la filière qui fait que parfois aussi il est dur d'installer les unités de méthanisation. Mais lorsqu'elles sont faites, quand on discute avec les agriculteurs méthaniseurs, on revoit vraiment tout l'intérêt parce qu'ils vont produire de l'énergie locale pour des bâtiments, pour des piscines, pour des écoles. Et là, au sein du territoire, l'acceptation se fait parce qu'on voit le vrai intérêt de cette production. Il y a un véritable enjeu autour de la concertation, justement. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce qu'il faut que ça soit un dialogue pluripartenaire, entre guillemets, entre les personnes qui vont amener le projet sur le territoire. Et on a pu avoir quelques retours d'expérience d'exploitation ou d'unités de méthanisation qui s'étaient implantées sans forcément que tout le voisinage ou toutes les communes avoisinantes n'aient été bien mises au courant de ce projet.
Ça s'est rarement très bien passé d'un point de vue juridique après, ou en tout cas il y a eu énormément de lenteur dans les aspects. Faut vraiment que ça soit discuté, et si c'est discuté, comme le disait Fabienne, sensibiliser la population. Mis à part ça, il y a aussi tout un attrait aussi d'implantation paysagère à des moments comme pour les éoliennes, où il va y avoir aussi des enjeux autour de comment mon paysage va évoluer si une unité de méthanisation arrive, comment mes flux routiers vont aussi évoluer. Et tout ça, en général, c'est bien pris en considération, mais c'est effectivement à discuter avec toutes les personnes du territoire. Ok, et pour revenir en effet il y a une précision là sur la partie l'évolution de la répartition du gisement. En fait, il y a une demande de précision. Voilà, est-ce que globalement les gisements sont disponibles aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont déjà utilisés? Et, voilà. Alors sur les gisements, sur les effluents d'élevage, on voit qu'il n'y a qu'un 5e de la ressource qui est mobilisée, mais à l'échelle territoriale, on voit que certains territoires, il y a des flux en fait entre les régions, par exemple des territoires type sud de la région parisienne où il y a peu d'élevage, ils utilisent pas mal d'effluents, donc on voit qu'il y a des flux qui se font. Pour l'instant, ça ne crée pas de distorsion parce qu'on n'utilise pas toute la matière. Sur les cives, là aussi, on a un potentiel qui est encore à être évalué et évalué plus finement, mais toute la ressource actuellement n'est pas utilisée. Donc il y a une vraie possibilité de développer. Mais quand on le dit, il faut vraiment faire cette démarche à l'échelle territoriale, éviter justement qu'il y ait trop de flux interrégions et de transport finalement de cette matière, parce que sinon on perd tout le bénéfice de la filière. Okay. J'espère que là j'ai été plus claire. Si vous voulez plus d'éléments par rapport à ça, il y a une étude de France Agrimer qui a été publiée justement et qui explique la disponibilité des différents gisements et la mobilisation actuelle et tendance à venir. Pourquoi pas. Et l'étude s'appelle Ressources en biomasse et méthanisation agricole, quelle disponibilité pour quels besoins? Et c'est par France Agri. Ouais, si tu peux la remettre dans le lien de la conversation, Valentin, ce serait idéal. Ça marche. Et puis vraiment, dernière question. Ensuite, là, on a déjà dépassé 2 minutes le temps réglementaire. Avez-vous étudié les niveaux moyens de contribution des différents cofinanceurs? Alors, on n'a pas eu l'occasion dans nos études de travailler sur cette partie plus économique, mais effectivement, c'est des choses à évaluer pour pouvoir effectivement voir dans quel sens ces financements pourraient aider ou pas la mise en place des unités de méthanisation. Ok, et ben merci à tous. Il me reste plus qu'à vous remercier Fabienne et Valentin. C'était super clair. Donc on vous enverra la présentation. Le replay sera disponible alors la semaine plutôt du 11 parce qu'on a un petit peu de retravail et de coupe à faire sur les vidéos. Voilà, donc un grand merci. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Il n'y a pas de webinaire à 13h et ça reprend demain à midi pour les 2 derniers. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.